Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir François Aymar Duvernay, qui est donc professeur d'économie à l'Université Paris 10, et si je ne m'abuse, conseiller scientifique, c'est le titre, au Centre d'études de l'emploi. Donc avec lui, on va essayer de voir un petit peu ces relations entre ce que moi j'appelle sociologie des épreuves et le domaine de l'économie, d'une part, et de la sociologie économique, d'autre part. À partir d'un texte introuvable, donc, que peu de gens ont pu trouver, j'imagine, qui s'appelle « La qualification des produits ». Alors j'en ai quand même un exemplaire. Vous n'aurez pas l'occasion de le lire au cours de cette séance, mais bon, vous pouvez le parcourir peut-être. Et je ferai circuler aussi, par la même occasion, ce numéro un peu ancien, des cahiers du Centre d'études d'emploi qui s'appelait « Convention économique ». J'avais conseillé la lecture d'autres articles, Convention de qualité et forme de coordination, les règles en action, un article plus récent, Principe de justice, chômage et exclusion, et puis évidemment aussi de l'ouvrage écrit avec Emmanuel Marchal, Façon de recruter, paru en 1997 aux éditions Métayer. Donc je rappelle aussi le choix d'articles anciens pour démarrer la discussion. Pourquoi ce choix? Eh bien parce que la perspective qu'on veut adopter ici est une perspective en quelque sorte d'histoire des sciences sociales. C'est de comprendre comment ce programme de recherche s'est mis en place, contre quoi il s'est mis en place, pour mieux saisir ensuite ses développements et réfléchir aussi aux directions qu'aujourd'hui il est susceptible de prendre. Alors en guise d'introduction, je vais faire comme j'avais fait la dernière fois, c'est-à-dire essayer de montrer le rapport entre l'article dont on va partir aujourd'hui, et les premières séances de séminaire dans lesquelles j'avais essayé de décrire, de cerner des postulats communs aux sociologies des épreuves, et aussi d'évoquer quelques concepts. Alors s'agissant d'abord des postulats, à nouveau, nous avons retrouvé ici une démarche que moi j'avais qualifiée d'empirico-conceptuelle, c'est-à-dire basée non pas ici sur une enquête déterminée, mais plutôt sur le rassemblement de différentes enquêtes empiriques, dont notamment une que l'auteur avait menée précédemment avec un collègue sur l'industrie horlogère dans la région de Besançon. On retrouve aussi référence aux travaux de Desrosières et Thévenot sur la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles. Sur le versant conceptuel, là, nous sommes bien nourris en concepts, notamment avec un concept qui est central dans l'article et dont l'article vise à préciser, à souligner l'intérêt, qui est la notion d'investissement de forme. Alors les investissements de forme consistent, je cite, à transformer une interaction soumise à l'incertitude et à la négociation en un échange automatique où les propriétés personnelles des individus qui sont mis en relation n'interviennent plus. Ainsi, par exemple, une machine, un règlement, une marque, un titre, une formation, une consigne peuvent être décrits comme des investissements de forme, puisqu'ils permettent de régler, de stabiliser, de rendre prévisible, de dépersonnaliser une relation de production ou d'échange. Ces investissements de forme ont pour effet, je cite encore, d'accroître le domaine sur lequel les échanges peuvent s'opérer, d'augmenter la visibilité des produits et de ce fait de diminuer le rôle des ressources personnelles dans l'échange. Donc ils permettent, je cite toujours, des économies résultant de la régularité des relations établies et par la standardisation des formes produites, l'articulation avec d'autres relations. Donc investissement de forme, c'est un concept analytique qui vise à permettre à l'économiste ou au sociologue d'analyser, je cite à nouveau, le passage de l'échange singulier, inséparable des personnes entre lesquelles il s'effectue, au produit qui, du fait de son objectivation, peut donner lieu à des échanges à distance. Alors, mis à part donc, ce postulat empirico-conceptualiste, je voudrais souligner l'importance de trois autres postulats dans ce texte, parmi ceux que j'avais pointés comme communs aux sociologies des épreuves. En premier lieu, celui que j'ai appelé anti-essentialisme, puisqu'il se manifeste clairement ici dans le fait que les formes situées au cœur de la théorie économique classique, disons, ces formes qui rendent possible l'existence du marché, sont ici systématiquement désessentialisées, c'est-à-dire traitées non plus comme des entités naturelles ou des lois de nature immuables, mais comme des institutions humaines
où le terme est également employé, et évidemment il est très important, comme des conventions. Ce qui revient à les aborder, à les analyser aussi comme des investissements de forme, au sens entendu plus haut. Donc on peut dire qu'il y a une rupture décisive avec le point de vue naturaliste qui guide et qui prédomine dans la théorie économique moderne, une rupture qui est effectuée par le fait même de recourir à un concept comme investissement de forme. Puisque ces investissements peuvent certes avoir lieu, mais ils peuvent aussi bien ne pas avoir lieu, puisqu'ils n'ont rien de naturel ni de mécanique, qui sont liés à des dynamiques historiques. D'où un programme, on pourrait dire, un programme pour l'économie qui serait un programme anti-essentialiste, si on veut, en tout cas socio-historique. Plus tard, François Aymar parlera d'une économie institutionnaliste, donc qui irait à mon sens dans deux directions. D'abord prendre au sérieux tous les contextes d'échange où les investissements de forme et les conventions étant peu nombreux, voire inexistants, les transactions se font à l'aide de ressources locales et personnelles. Donc il s'agit d'étendre le champ du raisonnement économique à tout ce qu'il est convenu d'appeler les échanges informels, les échanges dépourvus d'investissement de forme. Et puis d'autre part, analyser le travail socio-historique à travers lequel des investissements de forme sont opérés, des conventions sont imposées dans des contextes d'échange qui jusqu'alors les ignoraient. Et donc étendre le champ du raisonnement économique à l'histoire des dispositifs de coordination et de régulation. Donc ça, c'était un premier postulat que j'appelais anti-essentialiste. Le second, qui me semble aussi particulièrement bien illustré dans l'article, c'est celui que j'appelle pragmatisme, donc qu'on résume souvent à travers le mot d'ordre « suivre les acteurs », puisque dans cet article qui s'intitule donc « La qualification des produits », ce n'est jamais l'économiste qui attribue au produit une qualification donnée. Il s'efforce plutôt d'examiner la façon dont des qualités sont identifiées par les acteurs eux-mêmes, à travers des situations où les principes d'identification qu'ils utilisent peuvent varier, notamment du fait de la possibilité ou de l'impossibilité pour eux de s'appuyer sur des investissements de forme. Donc il y a un exemple sur lequel on reviendra peut-être emprunté à Akerlof. Comment choisit-on le restaurant où on va manger un hamburger? Ce postulat pragmatiste entraîne immédiatement à sa suite une perspective qu'on peut appeler pluraliste, puisqu'il s'agit de reconnaître que les individus recourent selon les situations à différentes modalités de qualification des produits, non pas à une seule modalité. Et puis, d'autre part, l'économiste ne se fixe pas pour tâche de montrer la supériorité ou la plus grande authenticité d'une modalité par rapport à une autre. Il ne cherche pas à réduire la pluralité des modes d'évaluation. Je vais passer sur des éléments que je vois. Bon, passons. Je vais simplement indiquer le troisième postulat qui me semble important et qui est lié aux deux précédents, celui que j'appelais réflexivité. Je l'avais proposé de le définir de manière simple comme le principe selon lequel ce qui unit le sociologue, ou ici l'économiste, à son objet, doit être intégré dans l'analyse de l'objet. Or, ce qui unit l'économiste à ses objets, c'est précisément, suggère l'article, l'existence de certains investissements de forme que cet économiste tend généralement à prendre comme des allants de soi, en ignorant ou en voulant ignorer précisément leur nature d'investissement de forme, c'est-à-dire leur dimension socio-historique. Donc il me semble que l'opération consiste ici au contraire à remettre dans l'objet, c'est-à-dire à tenter d'endogénéiser dans la théorie économique elle-même, ce que cette théorie généralement exclut comme ne la concernant pas, c'est-à-dire les processus d'institutionnalisation du marché, les investissements de forme, les conventions, toutes ces choses qu'elle abandonne volontiers à ses disciplines voisines, à la sociologie, à l'histoire, à l'anthropologie ou à la psychologie. Donc ici, au contraire, puisqu'on va s'intéresser à toute la gamme des types de transactions auxquelles peut donner lieu le fait d'échanger un produit, et non pas simplement les situations dans lesquelles l'échange se fait de manière la plus automatique et à distance, qui est les situations qui intéressent, qui privilégient l'économie classique, on s'ouvre la perspective d'une réflexivité par rapport à l'égard de la discipline économique,
Et me semble-t-il donc qu'il y a plusieurs conséquences. D'une part, une remise en cause du partage entre économie et sociologie, en pointant ce qu'il y a de sociologique et d'historique au cœur même de l'économie, disons, la plus pure. Plus exactement, en montrant tout ce qu'il faut sur le plan socio-historique pour réussir à isoler quelque chose comme de la pure économie. Deuxièmement, alors tout ça est sujet à discussion, hein. Cette approche peut conduire aussi à régionaliser les théories économiques classiques en montrant qu'elles ne fonctionnent qu'en raison de l'existence de quelque chose qu'elles restent incapables de prendre en compte, les investissements de forme. Et en troisième lieu, un de leurs intérêts à mon avis, c'est de permettre de réfléchir aux effets sociaux des théories économiques naturalisantes, c'est-à-dire à la façon dont la théorie économique participe elle-même à certains investissements de forme, et par conséquent à la transformation des conditions d'échange et de travail. Et donc, autrement dit, cette approche permet de saisir et d'analyser la dimension normative et performative de la théorie économique. Bon. Un point encore concernant cette fois-ci les concepts, simplement pour insister sur l'importance de celui dont je pense qu'on discutera beaucoup aujourd'hui, d'investissement de forme, et pour essayer de voir de quelle manière il est connectable, ou il anticipe aussi, sur d'autres concepts que j'étais amené à évoquer en présentant le cadre général des sociologies des épreuves. D'abord le concept de montée en généralité, puisque l'investissement de forme fait partie de ces opérateurs de désindexicalisation qui permettent aux individus de s'extraire de la situation pour la mettre en équivalence avec d'autres. Donc la forme investie, la forme qui est investie, se caractérise par une stabilité, une durée qui dépasse toujours la situation présente. Là, on pourrait avoir un programme qui unirait d'ailleurs une bonne partie qui unirait donc la sociologie avec une partie de l'économie et qui rappellerait celui de Simmel, sa sociologie formale, c'est-à-dire attaché à l'analyse des formes sociales qui permettent aux individus de s'accorder et aux sociétés d'acquérir une certaine stabilité, une certaine continuité. Un second concept dont on peut rapprocher l'investissement de forme, c'est celui de dispositif. Moi, j'avais proposé d'entendre par là un agencement matériel et organisationnel destiné à faire faire. Donc le dispositif a toujours, de ce point de vue, une dimension contraignante, mais aussi une dimension habilitante, il permet de faire des choses, ce qui semble le cas tout à fait de l'investissement de forme, qui rend possible certains échanges qui demeureraient impossibles sans lui, donc il est habilitant, mais qui réduit aussi les possibilités d'échanger selon des modalités qui impliqueraient notamment l'usage de ressources plus personnelles. Un autre élément lié à cette conception donc, de l'investissement de forme comme dispositif, c'est que ça permet de s'éloigner d'une conception mentaliste de l'action et du jugement pour redonner à l'environnement matériel et organisationnel tout son rôle, et donc pour externaliser une partie de la mémoire et des programmes d'action dont se servent les acteurs pour agir ou pour évaluer. Donc là aussi, bien sûr, des liens avec certaines approches des sciences cognitives, aussi avec la notion qu'avait développée Daudier d'appui conventionnel de l'action. Enfin, un dernier terme, le dernier concept près duquel on pourrait rapprocher investissement de forme, enfin, du moins, on pourrait réfléchir à ces rapports avec ce concept, c'est le concept de cité, sens de Boltanski et Thévenot. Ce concept de cité n'apparaît pas dans l'article pour cause, puisque les économies de la grandeur, dans leur première version, sont publiées plus tard. Mais d'une certaine manière, on peut dire qu'il est presque déjà appelé par l'article, notamment en raison du postulat de pluralisme qui est respecté dans cet article et qui permet un rapprochement avec le modèle qui est pluriel lui aussi des cités, notamment en montrant donc que l'équivalence marchande n'est qu'une des formes possibles de l'équivalence entre les produits ou les individus, qu'il en existe donc d'autres à prendre en compte. Voilà, donc la question, ça serait ici, je pense qu'on y reviendra, comment l'économiste peut-il rendre compte de la dimension politico-morale des investissements de forme, ce qui reviendrait aussi à se demander comment il peut intégrer le postulat que j'avais appelé de
sens de la justice. Sûrement. Bon, ben voilà, ça veut dire que j'ai parlé trop longtemps. Merci beaucoup Cyril. Donc c'est un compact de la démarche qui est développée dans cet article et autour qui est très, très bien fait. Et en fait analytiquement beaucoup plus précis et pointu que ce que je vais faire, puisque j'avais prévu non pas un topo de prof, mais plutôt, donc, comme tu l'avais suggéré, un peu une mise en perspective historique de ces approches, ce qui conduit à alléger, disons, le travail analytique sur les concepts. Donc c'est un peu dans ce registre que je vous ferai cet exposé, pas trop long en plus, j'espère. Bien que ça couvre quand même. Donc je vous ai fait j'avais fait pour préparer en préparant donc cette séance, j'ai été amené à faire un espèce de prélèvement sur un certain nombre de papiers que j'ai regroupés en 5 périodes. Donc je vais suivre cela. Donc c'est complémentaire de la liste de références que Cyril vous a distribuée. Alors, je voudrais peut-être en préalable souligner l'enjeu très important que représente le champ de la sociologie économique aujourd'hui, ou plus précisément des liens entre économie et sociologie. Vous, en tant que sociologue, vous en rendez peut-être pas compte, mais en tant qu'économiste, disons, ayant un peu de réflexivité, ce qui s'acquiert aussi avec l'ancienneté, mais pas toujours, on s'aperçoit de la dérive très, très forte et très problématique, à la fois au plan scientifique et politique, je dirais, de l'économie qui tente de s'accrocher de façon privilégiée soit aux sciences dures, à travers les développements cognitivistes actuels, soit à la gestion pour attirer les étudiants, mais en tout cas pas à la sociologie. C'est vraiment, disons, la forme d'association qui est la plus repoussée, je dirais, sans exagération dans les termes. Et je pense que ça a des conséquences catastrophiques. Au plan scientifique, parce que l'économie devient une discipline en prise directe avec la nature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre le marché, les concepts de l'économiste et la nature. L'économiste, pour se rapprocher des sciences de la nature, tente d'avoir un accès direct à des objets mesurables suivant les outils des sciences physiques, des sciences de la nature. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'économie peut se passer de la sociologie. Donc, c'est ce que Cyril appelait l'essentialisme de l'économie. Alors, l'un des points une des illustrations majeures de cela est la question des biens. Pour l'économiste, donc quand je dis l'économiste, c'est un peu paradoxal parce que je devrais m'inclure dedans, mais je parle de l'économiste du courant dominant, disons, ou l'économiste, on pourrait le qualifier de façon la plus précise, l'économiste mathématicien. Il faudrait développer cela, mais c'est une caractérisation qui est correcte. Le fait de développer l'outil mathématique étant
congruent avec le fait de s'efforcer de saisir directement des objets de la nature. Et donc, la dynamique de notre démarche va consister, effectivement, comme l'a rappelé Cyril, à montrer la construction, les opérations de construction des valeurs des biens, disons, opération de construction dont le marché n'est que l'une des modalités. Et la notion d'investissement de forme et les approches en termes de cité seront l'un des outils conceptuels majeurs pour décrire ces opérations de construction politico-morale, disons. Donc l'enjeu extrêmement important est de réintroduire une dimension politico-morale au sein de l'économie, dimension qui a été complètement éradiquée, je dirais, alors que l'économie est initialement une discipline issue de la philosophie politique, des sciences politiques, comme chacun sait, mais cette dimension a été totalement éradiquée pour des approches en termes de coordination, de rationalité, de traitement de l'information, dans lesquelles les questions de valeur à la fois au plan individuel et collectif sont complètement évacuées. Un auteur très important dans cette démarche de réintroduction de la morale dans l'économie est Amartya Sen, qui est pour nous un auteur précieux. Alors, notre position, parce que je parle en termes collectifs, encore que chacun dans notre programme de recherche a une position un peu spécifique. Donc, ma position est celle d'une posture critique par rapport à l'économie. Donc, il y a beaucoup de choses auxquelles je m'intéresse qui n'intéressent pas forcément un sociologue qui ne s'intéresserait pas à la critique de l'économie. Donc il y a beaucoup de choses qui n'ont de sens que dans cette dynamique critique par rapport à l'économie. Mais en essayant de ne pas en rester à cette posture critique un peu éternelle de l'homo economicus, etc. Et en essayant de reconstruire un appareil à la fois théorique et empirique aussi, c'est un objectif, c'est un enjeu tout à fait fondamental, alternatif à l'économie. D'où l'appui très important sur un appui fort et positif sur la sociologie politique, disons, qui va au-delà d'un appui pour la critique. C'est vraiment un appui pour une reconstruction ambitieuse. Donc la première étape, je l'ai intitulé « Débat critique au sein de l'INSEE, les investissements de forme ». Parce que historiquement, disons, une partie du programme de recherche qui a relié sociologues et économistes autour donc de société critique et sociologie des épreuves est né à l'INSEE autour donc des questions de catégories statistiques et de nomenclature mobilisées à l'INSEE. Donc l'INSEE a été notre premier espace de cible de notre critique dans la perspective de l'utilisation standard par l'INSEE de catégories sans réflexivité de l'usage de ces catégories. Alors, Desrosières et Thévenot ont développé cela de façon très complète, approfondie autour des catégories socio-professionnelles, mais il y a un autre type de catégories qui joue un rôle très important à l'INSEE, ce sont les catégories de branches, catégories de secteurs d'activité économique, donc qui sont qui sont plus au cœur, disons, de l'économie. Et c'est à
ce type de codage, à ce type de nomenclature que je me suis personnellement attaqué, même si le terme est un peu agressif. Alors, cela a commencé, comme le rappelait Cyril, effectivement, par une enquête sur l'industrie horlogère, donc qui était déjà une démarche hétérodoxe, disons, à l'INSEE, puisque à l'INSEE, à l'époque, et ça a pas mal évolué depuis, le fait de faire des travaux de terrain de nature qualitative, entre guillemets, était tout à fait peu courant. Alors, ce qui m'a intéressé dans cette activité, c'est de voir le fait que, pour le dire de façon résumée, disons, la nature du bien fabriqué par l'industrie horlogère était objet de controverse et qu'il y avait des tensions dans la définition de ce bien entre différentes catégories de patrons d'entreprises. Disons, la tension majeure était entre les fabricants haut de gamme et les fabricants de biens standardisés. Et que donc, derrière l'agrégat constitué par une branche horlogère supposée produire un bien standardisé, uniforme, il y avait un débat, une controverse qui pouvait être organisée sur la définition des biens. Ce qui donc amenait à la conclusion que les biens n'étaient pas des entités naturelles, disons, mais que les biens étaient le résultat d'un processus de construction dans un espace de controverse. Et que la façon de définir, d'analyser cette opération était d'analyser l'espace des qualifications des biens, c'est-à-dire les différentes façons de qualifier les biens. Donc l'approche pluraliste vient effectivement immédiatement de façon cohérente avec l'approche constructiviste, disons, dans la mesure où la description d'un espace, d'une carte d'entreprise ou de qualification des biens est une façon de définir, d'analyser, d'observer les controverses sur les modes de qualification des biens. Alors, la démarche suivante qui était donc développée dans le premier article qui est mentionné en 1982 était de construire des typologies statistiques de catégories d'entreprises transversales au secteur d'activité. Alors, l'objectif de ces catégories d'entreprises était d'identifier des formes de coordination différentes qui traversaient chaque secteur d'activité, des formes de coordination différentes, c'est-à-dire, donc en approfondissant l'analyse maintenant avec le regard que j'ai maintenant, des espaces politiques différents, c'est-à-dire des espaces dans lesquels la conception dominante du bien sont différentes. Donc, ces catégories étaient un outil pour introduire la dimension politique ou morale
de l'entreprise, c'est-à-dire le fait que l'entreprise soutient une définition de ce qu'est le bien, repose sur une définition de ce qu'est le bien. Alors, peut-être une parenthèse, dans ces approches, l'accent est mis sur l'entreprise et non pas le marché, pour, au fond, une raison qu'il est intéressant de comprendre, le fait qu'à l'INSEE, au fond, on constate que l'essentiel de l'information économique est produite par les entreprises et non pas les marchés. L'essentiel de l'information économique de l'INSEE vient de grandes enquêtes auprès d'entreprises ou de dispositifs administratifs qui sont ancrés sur les entreprises. D'où l'idée, au fond, que l'entreprise est le lieu principal de mise en place des outils de coordination de l'activité économique et en fait une présence assez faible du marché. L'INSEE, disons, est une institution, parce que ça a peut-être évolué beaucoup, mais était une institution qui était plus congruente avec donc la cité industrielle, mettons, plutôt qu'avec le marché. Alors, dans ces débats critiques au sein de l'INSEE, il y avait un autre outil qui joue un rôle central dans les modèles macroéconomiques, qui était la fonction de production, donc qui établit une liaison fonctionnelle entre les variables, entre les inputs et les outputs. Alors l'hypothèse, dans la conception habituelle, c'était une liaison fonctionnelle fondée sur des contraintes techniques. Et tout notre travail a été de montrer la fonction de production, donc ces régularités, résultaient de processus de construction de régularité dans un univers, encore une fois, de controverses. Et on a analysé particulièrement la variable durée du travail pour voir quelles étaient comment elle faisait l'objet de construction. Donc ça c'est dans un article fait avec Laurent Thévenot, l'économiste et son modèle, qui est paru dans le cahier Convention économique qui circule. Alors un mot sur la notion d'investissement de forme que Cyril a déjà évoqué. Donc qui était notre outil conceptuel, effectivement, pour représenter ces opérations de qualification des biens ou ces opérations de construction de régularité qui étaient ensuite mobilisées au travers de fonctions telles que la fonction de production. Alors, l'intérêt de cette notion était donc l'utilisation de la métaphore de l'investissement, qui n'était pas qu'une métaphore, puisque l'idée est que ces régularités étaient obtenues à la suite d'un détour de production, d'une certaine façon, d'un sacrifice dont la contrepartie ultérieure était les bienfaits procurés par la régularité liée à l'investissement. C'était plus qu'une métaphore dans la mesure où on considérait également avec Laurent Thévenot, donc, on a développé l'idée que les gains de productivité qui jouent un rôle si important dans l'analyse économique
de la fonction de production, ces gains de productivité étaient essentiellement la conséquence de régularités liées à ces investissements de forme, et non pas d'un progrès technique abstrait dont l'explication est rejetée sur d'autres disciplines. Alors cette notion d'investissement de forme permettait de revenir également sur un de nos points d'ancrage important dans la critique de l'économie, qui est ce qu'on appelle l'hypothèse de nomenclature. Alors l'hypothèse de nomenclature, là, c'est quelque chose qui a été développé en premier lieu par Cartellier et Benetti. L'idée que au départ de l'analyse du marché, l'économiste suppose toujours qu'il y a une liste de biens. Donc il commence son analyse en disant « supposons les biens 1 à n ». Donc il indice une liste de biens de cette façon, et ensuite on fait tourner le modèle. Et cette première étape fondatrice, d'une certaine façon, n'est jamais critiquée. Alors notre conception, donc entre Cartellier et également c'est très repris par André Orléans, et que c'est une hypothèse très importante, en fait, de supposer que les biens sont déjà constitués au départ du marché. Et que, donc, comme s'ils étaient dans la nature, et alors qu'en fait, il y a des opérations très cruciales de construction des biens pour que le marché puisse fonctionner. Donc la construction des biens, la qualification des biens est une opération préalable au fonctionnement des marchés. Donc ce sont les opérations de qualification. Et au lieu de rejeter l'analyse de ces opérations sur d'autres sciences sociales, il convient de les réintroduire dans l'analyse économique, en essayant d'échapper d'ailleurs à l'approche en termes d'encastrement, d'embeddedness, qui, bon, on y reviendra peut-être dans la discussion, qui est une solution trop facile à ce problème. Alors, je vais accélérer un peu et passer au deuxième, donc à la deuxième étape de ce long périple de critique de l'économie standard, donc que j'ai intitulé « Prendre de la distance par rapport à la citadelle statistique ». Le CE, c'est le Centre d'études de l'emploi, les modèles d'entreprise. Donc là, c'est une question biographique personnelle. Donc c'est mon passage de l'INSEE on est amené à raconter sa vie. Le passage de l'INSEE au Centre d'études de l'emploi, mais ce n'est pas uniquement personnel, puisqu'il y aura également Laurent Thévenot qui suivra cette voie, et que le Centre d'études de l'emploi, je redisais l'INSEE, sera un lieu important dans le développement du programme économie des conventions. Alors, l'éloignement de l'INSEE venait au fond du désintérêt progressif pour le fait de travailler sur les données déjà formatées par les statistiques, et avec l'idée que ce qui nous intéressait, c'était la mise des données dans le format, le moment où les données sont mises dans le format statistique, c'est-à-dire ce passage du particulier au général. Opérations qui ne sont, mais je pourrais dire, jamais vues
par l'économiste habituel, c'est-à-dire pour qui la nature est dans les statistiques, c'est-à-dire les statistiques représentent une sorte de représentation de la nature fidèle et sur laquelle il n'y a pas à s'interroger. Donc le passage par l'INSEE avait le grand mérite de travailler effectivement sur le passage du particulier au général, c'est-à-dire des informations très flottantes, incertaines, floues, que l'on recueille auprès des personnes lorsqu'on les interroge, à ces opérations dans les tableaux, à ces données des tableaux statistiques qui sont mises dans le format statistique. Et il nous semblait que ce passage du terrain, comme on dit, aux données mises dans le format statistique était une étape absolument fondamentale et qu'il convenait d'analyser. Donc il fallait pour cela travailler en amont des cadres statistiques. Et alors cette réflexivité par rapport à la statistique peut emprunter plusieurs voies. Il y a celle qui a été développée avec beaucoup d'ampleur par Alain Desrosières, qui consiste à faire une sociologie historique des cadres statistiques. Et donc la voie que j'ai suivie avec Laurent Thévenot également est de nature un peu différente, puisqu'elle consiste à s'engager, disons, plus directement dans la description des opérations de passage des données dans les formats statistiques. D'où la nécessité de faire des enquêtes directes auprès des entreprises. Et le Centre d'études de l'emploi est un très bon lieu pour cela, était et est toujours un très bon lieu pour cela. Donc on a développé à cette occasion un petit concept, je dirais, la notion de modèle d'entreprise qui permettait d'identifier les différentes catégories d'entreprises dont j'ai parlé, le passage à la terminologie du modèle étant un peu plus prétentieux au niveau conceptuel, donc pour indiquer que ces modèles avaient un fondement analytique plus profond. Alors, donc, dans le cahier entreprises et produits, qui a été l'un des produits de cette activité, nous balayions un certain nombre de secteurs d'activité pour travailler cette question de la définition des biens, la définition de la qualité des biens, de la construction de la qualité des biens dans les controverses entre les acteurs au sein des secteurs d'activité. Alors il y a un des secteurs d'activité qui a été un peu notre étendard, ça a été le camembert, qui était c'est des travaux de Boisard Le Tablier, alors ça a valu presque la suppression du Centre d'études de l'emploi, ça, parce que le fait que le Centre d'études de l'emploi investisse dans des objets aussi anecdotiques que le camembert a été considéré, ça a été jusqu'au cabinet du Premier ministre, il y a eu des réunions au cabinet du Premier ministre sur cette question-là, a été considéré comme une faute professionnelle majeure. Le Centre d'études de l'emploi, qui est un organisme public sérieux, n'a pas à s'intéresser à des objets aussi anecdotiques. Et donc, alors en fait c'était évidemment très intéressant, puisque c'était le camembert, donc pour essayer d'élargir quand même, l'ensemble de l'industrie agroalimentaire est un secteur quand même particulièrement propice à l'analyse, au moins autant que l'horlogerie, à l'analyse des tensions entre plusieurs formes de qualification des biens. Et là, en plus, il y avait le
remarquable jeu de mots trouvé par Boisard et Tablier sur le camembert normand ou normé, ce qui résumait parfaitement la nature de l'attention qui était travaillée. Il y avait un article de Nicolas Dodier dans ce numéro. Nicolas Dodier a fait un passage pas bref au Centre d'études de l'emploi, ce qui montre quand même que le CE a été pendant tout un moment un espace tout à fait propice au développement de ce programme. C'est malheureusement de moins en moins vrai. Alors j'en viens maintenant au troisième stade de ce périple. Donc j'ai intitulé « Débat dans le champ académique de la théorie des marchés, les conventions de qualité ». Alors, là, disons, il y a un double déplacement, les deux étant liés. D'une part, un déplacement de nature académique, donc qui est lié, pour ce qui me concerne, au fait que je sois devenu enseignant d'économie à Paris 10, ce qui m'a obligé donc à rentrer de façon plus précise dans le format académique, dans le format du bien académique, de façon à faire une connexion plus précise entre les objets que je travaillais et les biens du format académique. Et le deuxième déplacement est de s'intéresser plus au marché. Le marché, donc, qui était une institution, comme je l'ai dit, relativement absente de l'INSEE, et qui, par contre, dans le format académique de l'économie, est non seulement une institution présente, mais est la seule institution. Ce qui induit d'ailleurs une forme de naturalisation, puisque, étant la seule institution, ça devient le cadre social naturel. Donc ces deux déplacements sont liés. Et donc là, il y a eu un affinement du débat critique par rapport à l'économie. Alors, il y a deux champs de l'économie qui ont été principalement travaillés. Les théories de l'information, c'est l'un des développements majeurs de l'économie dans les 20 dernières années, qui consiste à prendre en compte tous les problèmes d'information, d'incertitude, et en particulier d'incertitude sur la qualité des biens. Alors ça pourrait être une façon de dénaturaliser les biens, ça pourrait être de mettre l'accent sur le fait que l'accès aux biens n'est pas direct, l'accès au jugement sur les biens n'est pas direct, qu'il y a des problèmes de défaut d'information, des problèmes de connaissance sur les biens. Donc ça pourrait être une très bonne voie d'accès de dénaturalisation des biens, mais en fait, l'économie standard rabat cela sur des problèmes de statistiques, disons, de calcul des probabilités, donc traite ces problèmes d'information par le biais des calculs des probabilités. C'est-à-dire que certes, on n'a pas une connaissance parfaite des biens, mais on connaît la loi de probabilité, une loi de probabilité sur les biens, par exemple sur la qualité des biens. Certes, lorsque je suis recruteur, je ne connais pas parfaitement la qualité du candidat, mais je sais qu'à 70%, avec 70% de chance, c'est un bon candidat, et avec 30% de chance, c'est un mauvais candidat. Et une fois cette variable aléatoire donc introduite dans l'analyse, je peux recalculer sans problème. Alors, donc, on a pris cette question de l'information sur la qualité des biens comme un point d'entrée très crucial, un point critique, disons,
de la théorie économique qui pouvaient permettre de mettre un coin, c'est-à-dire d'y introduire nos opérations de construction de la qualité des biens, avec l'idée que ce problème d'incertitude qualitative, là l'expression est d'André Orléans qui a aussi beaucoup travaillé sur cette question, ce problème d'incertitude qualitative n'était pas qu'un problème cognitif de calcul statistique. On ne le résolvait pas en supposant que les acteurs étaient des statisticiens performants. Ce problème d'incertitude qualitative était un problème institutionnel, c'est-à-dire pour lever l'incertitude qualitative, il fallait des institutions qui établissent, régularisent la qualité des biens. Et que ces institutions qui établissent, régularisent la qualité des biens étaient la condition pour le fonctionnement des marchés. Donc on a travaillé, on s'est appuyé beaucoup sur des auteurs comme Akerlof, donc dont Cyril évoquait, Stiglitz, qui ont été dans les, disons, 30 dernières années en économie les grands noms de ces approches critiques, de ces approches à la fois dans le mainstream et en même temps sur des points particulièrement sensibles, disons, ce qui leur donne immédiatement une tonalité critique. Et de fait, Akerlof comme Stiglitz, qui ont eu beau avoir le prix Nobel récemment, sont des auteurs assez fortement critiques au sein du paradigme économique. Alors à partir de cette critique il y a deux options de recherche, disons, au sein de l'économie, qui sont très importantes à identifier. L'une est de rester dans un cadre du marché en développant l'idée que pour que le marché fonctionne, il faut des constructions sociales, et en particulier des institutions qui définissent la qualité des biens, mais en restant dans le cadre du marché comme institution économique majeure, disons. Cette position est en gros, je dirais, celle d'André Orléans ou de Michel Aglietta. Alors, l'autre option de recherche, et c'est celle que je suis, que Laurent Thévenot suit aussi, bien entendu, qui est d'installer une pluralité de formes de coordination au même niveau que le marché. Donc de ne pas se contenter de dire, ce qui est déjà... je ne voudrais pas minimiser l'ampleur de l'opération que ça représente, mais de ne pas se limiter à introduire des institutions pour dire que pour que le marché fonctionne, il faut des institutions, mais introduire une pluralité de formes de coordination au même niveau que le marché, c'est-à-dire de considérer que le marché n'est que l'une des formes de construction des biens, et qu'il y a d'autres formes de construction des biens qui jouent un rôle tout à fait essentiel dans l'économie. Alors ça, c'est une opération qui est beaucoup plus lourde et beaucoup plus difficile à digérer par l'économie standard. Je dirais que l'économie standard est prête à penser qu'il faut des institutions pour que le marché fonctionne, il faut des institutions pour que l'économie fonctionne, à condition de supposer que ces institutions sont le produit de la rationalité individuelle, mais par contre est beaucoup plus résistante, voire même refuse absolument l'idée que le marché ne serait qu'une des formes de coordination. Alors, cette approche pluraliste ne nous fait pas des amis au sein de l'économie, mais au fond ne nous fait pas d'amis non plus au sein de beaucoup de courants de la sociologie critique, dans la mesure où notre posture n'est pas une posture de dénonciation du marché, c'est-à-dire que nous reconnaissons le marché comme une forme politique complète, disons. Donc nous
nous ne nous inscrivons pas dans le mouvement critique, disons radical du marché. Mais par contre, nous critiquons l'extension du marché à l'ensemble de l'analyse des formes de coordination en introduisant donc cette pluralité des formes de coordination. Alors, cette démarche a en fait été consolidée très récemment. Donc là, ça saute dans les références que j'ai indiquées dans la troisième partie. On part de 1989, qui est le numéro de l'économie des conventions, le numéro de la revue économique, qui a été un peu le lancement du programme économie des conventions. J'ai sauté directement à 2004, qui est un repère de l'économie politique de l'entreprise, donc un repère à la découverte, qui est en fait le résultat un peu du filtrage de ces réflexions par l'expérience académique de l'enseignement de l'économie, qui est donc la mise dans un format acceptable par des étudiants d'économie ouverts de cette articulation entre les cités et la théorie économique. Alors c'est un exercice qui est beaucoup plus difficile qu'il n'en a l'air. Une parenthèse sur la focalisation sur l'entreprise. Disons que l'entreprise va être un point d'appui très important pour établir une forme de coordination alternative au marché. Dans cette démarche de pluralisation de l'économie, l'appui sur l'entreprise comme forme de coordination alternative au marché est un appui facilité par l'existence de courants d'analyse au sein de l'économie, comme l'économie des coûts de transaction, Williamson, etc., d'auteurs maintenant qui sont dans le Gotha de l'économie et qui ont développé l'idée que l'entreprise n'était pas simplement un agent sur le marché, mais était une arène de coordination au même niveau que le marché. Donc il y a appui sur ces courants de recherche, avec quand même une transformation assez importante pour introduire la dimension morale et politique dans l'analyse économique. Là, c'est le deuxième point de résistance très très fort, très puissant de l'économie. Le premier étant la pluralité des formes de coordination. Le deuxième point de résistance très puissant, c'est l'introduction d'une dimension politico-morale dans l'action économique, c'est-à-dire la question de la valeur, la question du bien, l'introduction de cette dimension dans l'économie. Et cette résistance n'est pas que le fait des économistes néoclassiques, elle est aussi le fait de courants comme la critique, comme la théorie de la régulation, où il y a eu une controverse très très vive à l'occasion du colloque de décembre 2003 sur l'économie des conventions, lancé par des jeunes de la théorie de la régulation, Bruno Amable, qui considérait que nous introduisions à tort des questions de morale, de bien commun dans l'analyse économique et qu'il valait mieux, au fond qu'il préférait l'hypothèse d'un comportement égoïste et rationnel développé par les théories néoclassiques. Et donc par rapport à l'économie des coûts de transaction, l'introduction de cette dimension politico-morale est tout à fait importante. Donc il y a à la fois appui sur ces courants et en même temps retraduction pour introduire la dimension politico-morale. Avec donc l'idée que
l'approche par le marché ou l'approche par les contrats était cohérente avec une conception libérale de l'entreprise, c'est-à-dire conception de l'entreprise dans laquelle la coordination s'effectue par l'équilibre d'individus entre des stratégies d'individus rationnels et autonomes. Disons que la notion d'équilibre en économie est la notion dans laquelle se focalise toute la société, toute la coordination. La société et la coordination est projetée dans le modèle de l'économie sur la conception de l'équilibre, qui est le seul point de rencontre entre les rationalités individuelles. Alors, donc cette critique de l'approche contractualiste de l'entreprise se fait en deux étapes. C'est une rhétorique qui est maintenant bien rodée. Une première étape de nature cognitive, où là, disons, les esprits restent ouverts, parce qu'il y a une certaine légitimité du travail cognitif. Donc, cette étape de nature cognitive s'appuie sur la question de la rationalité limitée des acteurs, donc le fait que les acteurs n'ont pas une connaissance suffisante de leur environnement, donc on ne peut pas considérer qu'ils sont autonomes. Donc c'est l'appui sur Herbert Simon dont on a usé et abusé, et l'appui aussi sur les courants de cognition distribuée, disons, de cognition située, donc avec l'idée que l'individu s'appuie sur son environnement, est dépendant de son environnement pour sa compréhension, son calcul rationnel. Le calcul rationnel n'est pas le calcul d'un individu autonome qui produirait ce calcul de toutes pièces dans son cerveau. Le calcul rationnel, le comportement rationnel doit s'appuyer sur l'environnement du fait donc des limites des capacités cognitives de l'individu. Mais cette étape cognitive doit immédiatement, à mon avis, être suivie d'une étape donc, que j'intitule politique plutôt que morale, en disant que l'individu n'est pas seulement limité au niveau des cognitifs, mais qu'il ne peut élaborer, qu'il s'inscrit, disons, dans un contexte social et historique de valeurs, de bien commun, de conception du bien commun. D'où la nécessité d'institutions qui soutiennent la coordination entre les individus. Donc la notion d'institution qui pour les sociologues, au fond, est soit triviale, soit beaucoup trop molle pour avoir un intérêt quelconque, la notion d'institution est très précieuse en économie pour désigner un ensemble un peu hétérogène de recherches, certes, mais qui ont en commun de refuser l'individualisme méthodologique, c'est-à-dire de considérer qu'au départ de tout, il y a un individu cognitivement et moralement armé, la société n'étant que le résultat des interactions entre ces individus cognitivement et moralement préarmés pour s'inscrire dans la société. Donc le label d'institutionnaliste permet de rassembler, ce qui est donc une opération, un investissement de forme très typique, de rassembler des courants, quand on les regarde de près, qui sont hétérogènes, de même que les cadres, quand on les regarde de près, ne sont pas vraiment des cadres, des courants hétérogènes, mais qui... donc là, c'est une opération politique de faire masse pour rassembler un certain nombre de courants.
Alors, dans les derniers chapitres de ce repère introduisent la dimension de valeur et de principe de justice qui est inhérent à la coordination dans l'entreprise. Donc ce que j'appelle la dimension politique va être des conceptions communes du bien et des conceptions communes de la justice. Avec une connexion avec la philosophie politique au travers de John Rawls. John Rawls qui n'est pas repris tel quel, mais qui est articulé avec le modèle des cités, ce qui n'est pas non plus totalement simple. Donc dans cette construction, un autre problème est de fonder la pluralité des formes de coordination. Parce que dans le modèle des cités, donc l'appui est constitué par des philosophies politiques, ce qui va être par rapport à un enseignement de l'économie totalement peu compréhensible. Et donc il y a un début de tentative, une tentative pour mieux articuler la pluralité à des objets connus, reconnus de l'économie. Alors, en fait, la voie profonde pour faire cela est de renouer avec les théories de la valeur. Je ne fais que l'esquisser. Les théories de la valeur, ce sont les vieilles théories économiques de controverse entre la valeur travail et la valeur utilité, qui ont été en fait subsumées par la théorie de l'équilibre. Bon, je ne peux pas rentrer dans les détails. Alors l'idée est de revenir à cette question de la valeur, mais alors que ces théories de la valeur avaient une conception métaphysique ou substantialiste ou essentialiste de la valeur, c'est-à-dire pour Marx, la valeur, c'était la quantité de travail, pour les utilitaristes, la valeur, c'était la quantité d'utilité marginale procurée par un bien. Nous, ce que l'on développe, c'est les institutions de construction, les instructions de valorisation des biens et du travail. Et donc là, ça permet une bonne jonction entre les travaux d'Aglietta et Orléans sur la monnaie, qui travaillent le fait que la monnaie est l'une des institutions de valorisation importantes de la société, et qui donc sont amenés à faire une critique des théories de la valeur pour introduire de façon plus profonde la monnaie. Et donc nos approches qui mettent l'accent au-delà de la monnaie, comme évidemment un outil central de valorisation, mais sur toute une série d'outils de valorisation, de dispositifs de valorisation, d'équipements de valorisation, d'institutions de valorisation, par exemple les classifications d'emplois, etc., qui sont des formes de monnaie, qui sont des repères, des étalons de valeur. Alors, bon voilà, c'est ce type d'ancrage dans la théorie économique qui explique les traductions. Donc un exercice de traduction qui est fait entre la grammaire des cités, disons, et la grammaire que je développe dans le repère. Alors en fait, en passant vite, on peut se dire, bon ben voilà, il ne fait que mouliner les cités, mais ce qui est toujours désagréable pour l'auteur. Mais en regardant de près, il y a un travail peut-être pas très, un peu ardu de traduction qui me semble important. Alors, donc, il y a toute une tentative pour s'échapper des cités. Disons, pour affiner la construction des cités. Dans le texte,
dans le cadre du colloque Convention, donc dont les textes sont sur un site de capitalisme et démocratie. J'y reviendrai à la fin peut-être. On a fait un texte collectif, on a fait 2 textes collectifs. Et dans l'un des textes, on a introduit ce qu'on a appelé le second pluralisme. Donc l'idée que le premier pluralisme était l'introduction de la pluralité des cités, et que dans les 10 dernières années, donc les gens qui n'avaient pas encore intégré les cités ont eu du mal à intégrer le post-cité, il y avait l'introduction d'un second pluralisme qui était un pluralisme entre des formes de coordination à portée générale et des formes de coordination à portée plus locale. Donc il s'agit évidemment de préciser cette opposition. Et donc ça, c'est un champ très actif, aussi bien dans le domaine de la sociologie critique, la sociologie des épreuves, que dans donc ce domaine de l'économie des conventions. Alors, il y a eu 2 travaux sur lesquels 2 travaux empiriques qui ont été un peu la base de ce tournant post-cité dans mes propres recherches. Donc, c'est des travaux qui ont été faits avec Emmanuel Marchal, qui a le label de sociologue, qui est sociologue. Donc, l'un portait sur un office HLM et l'autre portait sur les recrutements. Alors, sur l'office HLM, nous avions observé plus particulièrement les relations entre des agents décentralisés de l'office et les locataires. Donc ça avait été une des réformes structurelles importantes de l'office, de créer des agences locales qui permettaient des relations de proximité avec les locataires. Et dans les situations de recrutement, nous nous sommes intéressés avec Emmanuel Marchal beaucoup aux situations de face à face, donc aux entretiens de recrutement. Et donc ces 2 terrains étaient particulièrement propices pour étudier des formes d'interaction dites de proximité, et en tout cas qui ne rentraient pas immédiatement dans le format des cités, sauf à faire des rabattements excessifs du type, dès qu'on a des relations de face à face, on parle de conventions domestiques, ce qui n'est pas complètement faux, mais on voit bien que ça ne rend pas justice complètement de ces relations. Alors, il me semble que ce type d'approche permet d'approfondir la notion d'épreuve, qui est au fond la partie pragmatique du modèle des cités, et qui est au fond pas peut-être pas travaillé avec suffisamment de détails. Alors, ce que l'on a fait donc dans façon de recruter, je passe pour aller vite par rapport au travail sur les HLM. On a donc établi une carte de ce qu'on a appelé des régimes d'action, carte qui était fondée sur des théories de sciences sociales. C'est-à-dire que chaque position de cette carte des régimes d'action était identifiée non pas à partir d'une philosophie politique, mais à partir d'un modèle de sciences sociales. Alors, je voudrais faire 2 remarques. La première, à propos de fabriquer ces cartes.
Donc dans notre carte, il y avait deux axes. Un axe entre individualisation du jugement et inscription du jugement dans le collectif, et un axe qui opposait planification du jugement et négociation du jugement. Alors, ces cartes sont un écart pas négligeable par rapport à la construction des cités, dans laquelle on considère que chaque cité est totalement disjointe des autres, est incommensurable. Il n'y a pas de métacité, bien sûr, mais chaque cité est un univers complet, disjoint des autres. Et la coordination au sein d'une cité se faisant par montée en généralité. Alors, la carte, en fait, organise une controverse entre les différentes conventions, appelons ça comme ça. C'est-à-dire permet de faire des liens entre les différentes conventions par le biais des controverses. Donc là, en identifiant chaque convention à partir d'un programme de recherche en sciences sociales, on avait le champ des controverses entre les différents programmes de recherche en sciences sociales. Alors, il me semble que cette démarche de cartographie est importante parce qu'elle permet de mieux identifier les formes d'appui critique sur les différentes conventions. Bon, on sera peut-être amené à en rediscuter. Le deuxième modification importante consistait à amener la notion de ce qu'on a appelé jugement équilibré, qui là donc est une transformation non négligeable encore du modèle de justice, où en considérant que l'idéal de justice n'est pas la montée en généralité par un apurement des justifications conformément à des grammaires politiques de justice, mais qu'il y a une autre forme de recherche de justice par la recherche d'un équilibre entre plusieurs formes de jugement. Alors bon, là j'arrive un peu, je suis dans une situation un peu compliquée parce que ça réclamerait une analyse un peu pointue. Je vais essayer il faut que je m'arrête bientôt. Tu me donnes encore quelques minutes ? Je vais essayer de synthétiser le point un peu critique. Bon, peut-être l'idée la plus importante que j'essaie de développer est que l'action introduit des décalages par rapport aux cités. Donc il y a au fond une dimension critique inhérente à l'action par rapport aux grammaires politiques des cités. D'où, me semble-t-il, une dimension critique de l'épreuve par rapport aux cités. C'est-à-dire que si l'épreuve ne faisait que mouliner des argumentations générales, il me semble qu'il n'y aurait pas de véritable incertitude de l'épreuve, qu'on pourrait la modéliser sans problème.
Et alors qu'en fait, la caractérisation de l'épreuve est de s'écarter du format des registres codés de justification en conformité avec les cités. Alors c'est présent dans la construction des cités par le biais des objets, mais qui n'est pas, me semble-t-il, complètement clarifié. Alors on a, à la suite des observations empiriques que l'on a faites, on a introduit ces décalages, entre guillemets, à partir de deux dimensions. Une dimension qu'on a appelée l'individualisation du jugement et une dimension qu'on a appelée la négociation du jugement. Et ces deux formes de décalage ont une dimension à la fois cognitive et politique. Il y a une dimension cognitive de la critique de ces décalages dans le fait de critiquer les catégories générales pour affiner l'information, la connaissance, individualiser l'information. Et de même, dans la négociation du jugement, induit une critique de l'incomplétude de l'information détenue par l'évaluateur. Mais la dimension critique de ces actions d'évaluation est aussi au plan politique, avec l'idée qu'il y a une injustice des jugements qui sont portés en toute généralité, qui sont alors des préjugements, et qu'il y a aussi une injustice de situations dans lesquelles il y a une asymétrie dans le jugement. D'où donc la justification, si on peut dire, de dispositifs d'interaction, de relations de proximité qui permettraient une meilleure justice que les dispositifs de montée en généralité du jugement. Alors, lorsque j'avais présenté cela, en fait, les travaux d'habilitation à diriger les recherches, Luc Boltanski s'était un peu moqué de moi gentiment, parlant de l'irénisme des relations de proximité. Donc, je ne pense pas que cela soit ça. C'est vraiment un approfondissement de la question de la critique. Et il y a un lien avec les questions d'innovation, dans la mesure où les innovations sont finalement des décalages par rapport à des registres de jugement institués. Le dernier point que je ne vais pas traiter, donc c'est la dernière étape de ce long détour, au fond, qui, au début, quand j'étais à l'INSEE, je travaillais sur les questions de chômage, donc d'approche macroéconomique du chômage, et je m'y intéresse à nouveau. Donc avec l'idée, au fond, est-ce que ce très long détour de production d'une vingtaine d'années permet de renouveler l'analyse de la question du chômage qui est actuellement un débat extrêmement actif au sein de l'économie, à la fois au plan théorique, mais aussi au plan politique, donc des dispositifs de lutte contre le chômage avec des enjeux politiques tout à fait importants. Et donc il me semble que à la fois le modèle des cités et ses prolongements, disons, autour des questions d'équilibre du jugement, permettent d'introduire une posture d'analyse et de réflexion sur le chômage et sur le droit du travail aussi, ce qui est étroitement connecté, très importante. Et c'est ce à quoi je consacre actuellement donc les travaux. Donc ça commence, les références qui sont mises là sont d'une part les travaux avec l'équipe du CE, Christian Bessy, Emmanuel Marchal, Guillemette Delarquier qui est à Forum,
et puis un travail critique sur la question du droit dans le droit social. Excusez-moi d'avoir été. Je voulais peut-être donner des indications aussi sur le site. Ah oui, c'est ça. Donc, on a... bon, il y a d'une part le colloque convention qui a eu lieu en décembre 2003 et sur lesquels les papiers de ce colloque sont disponibles sur le site. C'est un site auquel vous pouvez accéder à partir du site de Capitalisme et démocratie, au pluriel. Capitalisme et démocratie est une institution un peu légère, enfin plutôt de type réseau, pour être moderne, qu'on a construit à Paris 10, autour donc de notre laboratoire d'économie qui s'appelle Forum, qui est dirigé par Olivier Favreau, mais qui est Capitalisme et démocratie est une fédération d'unités de recherche à laquelle appartient d'ailleurs le GSPM. Donc on a réussi, ce n'était pas évident, donc à intégrer le GSPM. Et donc l'un des chantiers de cette fédération consiste à faire une bibliothèque virtuelle de textes de l'économie des conventions, mais aussi de sociologie économique et du programme animé par Alain Caillé sur le mouvement anti-utilitariste. Donc il y a une bibliothèque virtuelle de ces textes qui sont, comme Cyril l'a rappelé, introuvables. D'ailleurs tellement introuvables que moi je n'ai pas retrouvé le texte sur lequel je devais discuter aujourd'hui. Donc cette bibliothèque de textes est encore incomplète, mais je pense que ça peut être un outil précieux justement pour éviter cette dispersion, disons, des publications et révélatrice d'un champ innovant, mais qui n'est pas encore dans la phase complètement institutionnalisée, c'est-à-dire avec des dispositifs de publication idoines. Donc on fait quoi comme adresse? On fait Capitalisme et démocratie. Point quoi? Ah non. Tu fais ça, tu fais dans Google, tu fais Capitalisme et démocratie. Tu tombes sur le site et il y a le colloque convention. C'est peut-être un peu plus compliqué que ce que je dis. Mais... Bon, on y arrive. Merci beaucoup pour ce parcours. Moi, je trouve ça tout à fait éclairant et ça soulève à la fois des questions, ça rappelle des choses. Mais je ne vais pas monopoliser la parole. Moi, j'avais juste peut-être pour commencer une question d'ordre un peu factuel, en fait, sur les premières périodes, l'INSEE et le début du CE. Donc, on imagine un groupe de jeunes pionniers, sans doute excités par le fait que vous êtes dans un monde très peu au fait de la posture constructiviste, disons. Ça doit être assez excitant d'innover dans cette direction. Je voulais savoir sur les gens dont vous vous inspirez à ce moment-là. Est-ce que c'est... par exemple, est-ce que c'est la sociologie des sciences? Est-ce que c'est certains historiens de l'histoire? Est-ce que c'est certains économistes? Est-ce que c'est des gens comme Sicourel? Est-ce que c'est des... quels sont vos... Qu'est-ce qui vous a amené à avoir cette impulsion, en fait, du point de vue intellectuel? Quelles sont vos sources? Oui, c'est pas très facile de répondre à cette question, en fond. Donc c'était probablement un des problèmes, c'est que de cette période, c'est que les sources n'étaient pas bien identifiées. Hein. Donc il n'y avait pas un accrochage clarifié avec une tradition de recherche. Donc on ne se présentait pas comme réactivant une ancienne tradition. Donc, alors, il y avait à la fois un des facteurs de dynamisme, c'était là ça valait principalement pour Laurent Thévenot, je dirais, qui était une posture critique par rapport
à l'approche de Bourdieu, disons, pour aller vite, c'est-à-dire de construire une forme d'articulation entre statistique et sociologie différente de celle de Bourdieu, donc dans le prolongement des cadres, de l'ouvrage sur les cadres de Luc Boltanski. Et puis il y avait par ailleurs, du côté d'André Orléans, l'appui sur une tradition marxiste, mais en s'efforçant, là encore, de renouveler cette tradition et de renouveler également le courant régulationniste qui était lui-même issue de la tradition marxiste en économie. Le régulationnisme, ça commence dans quelles années à peu près? C'est milieu des années 70? Oui, c'est ça, c'est années 60-70, donc c'est bien antérieur à nous. Vous définissiez comme des régulationnistes? Non. Non. Donc on s'est défini d'emblée, on s'est défini, enfin ça a été un des enjeux l'un des piliers du programme a été le DEA, un DEA qui s'appelait Économie des institutions, donc qui est entre Nanterre, l'école des hautes études et l'école polytechnique, où enseignent à la fois Robert Boyer et Olivier Favreau, Laurent Thévenot, André Orléans, Robert Salé, moi-même. Mais l'enjeu de la dénomination de ce DEA a été de ne pas mettre régulation dedans. Donc il y avait une volonté de se démarquer du programme régulation, tout en étant associé, puisqu'il y avait Robert Boyer, mais de considérer que le programme régulation s'essoufflait un peu. Donc c'était la période où il y avait ça a changé. D'une certaine façon, il y a eu un renouveau du programme régulation, de même que du programme de Bourdieu, je pense. Mais à l'époque, il y avait un essoufflement fort de ce programme, donc il y avait une volonté de renouveler ce programme, et on a affiché à tort, d'ailleurs, me semble-t-il, c'était une erreur un peu scientifique et stratégique dans l'introduction de l'économie des conventions, donc du numéro de revue économique, on a affiché à tort une posture d'individualisme méthodologique pour vraiment pour se démarquer très fortement des approches structuralistes et régulationnistes. Mais la formulation n'était pas très heureuse parce que, très évidemment, on ne considérait pas que la rationalité individuelle était antérieure à toute construction sociale. Est-ce que tu peux dire peut-être un mot préciser les choses quand tu dis qu'il ne s'agit pas d'un simple réorchestrement de l'économie, parce que ça, je pense que c'est peut-être à l'origine de malentendus, justement. Enfin, que le projet est finalement beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus radical. C'est ça. Donc, dans le champ de la sociologie économique, il y a une tradition très ancienne et vénérable qui remonte à Polanyi, de considérer que le marché est encastré dans la société et que donc en fait les économistes n'expliquent pas grand-chose. L'essentiel de la coordination, pour reprendre notre vocabulaire, et relève d'appuis sociaux, historiques, de relations de pouvoir, et que l'économie n'explique que des processus de calcul rationnel, mais qui sont très fortement soutenus, encastrés dans l'environnement social. Alors, par rapport à cela, il y a
peut-être une double critique. D'une part, là, je m'appuierai sur la critique de Latour, cela revient à sociologiser le social, c'est-à-dire à considérer qu'il y a du social et puis l'économie qui est encastrée dans le social. Alors que notre position serait d'une intrication plus forte de l'économique et du social. C'est-à-dire qu'on ne peut pas définir le social, une espèce de social pur, c'est-à-dire qui serait pas articulé sur des objets économiques comme sur des objets juridiques ou sur des objets techniques. Donc, par rapport à cette espèce de façon d'apurer ou de subsumer le social, il y aurait une première critique. La seconde est liée au fait que l'on considère que le marché est une forme politique complète, ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que certes, il y a des institutions, mais le marché, peut-être pour faire une caricature, enfin non, caractérisation, on peut le considérer comme une démocratie de consommateurs. C'est-à-dire c'est une forme politique dans laquelle le pouvoir d'évaluation, le pouvoir de jugement, le pouvoir politique, la citoyenneté est donné aux consommateurs, aux personnes dans l'état de consommateurs qui ont le pouvoir final d'évaluer la qualité des biens. Donc le marché, c'est une construction politique dans laquelle la capacité politique est donnée à certaines catégories d'acteurs, en l'occurrence les consommateurs dans l'état du marché. Et donc, on pourrait parler d'encastrement politique plus que d'encastrement social, d'ailleurs, mais la notion d'encastrement n'est pas non plus très heureuse, hein, parce qu'il n'y a pas non plus un espace politique qui serait séparé du marché. Le marché est un espace politique dans lequel certains acteurs, les acteurs, il faut faire attention aux formulations, ce n'est pas certains acteurs, ce n'est pas certains groupes d'acteurs, c'est les acteurs dans certains États ont la capacité politique du citoyen, c'est-à-dire de fixer les valeurs collectives en dernier ressort. Et cet État, c'est l'État de consommateur. Donc ce qui conduit à ne pas minimiser le rôle du marché, ce qui permet de comprendre d'ailleurs que la forme marchande soit si résistante. Hein. Et c'est vrai que le fait d'avoir du pouvoir en tant que consommateur, en tant qu'acheteur n'est pas du tout un pouvoir négligeable. Enfin, donc il y a l'idée que le marché est une forme civilisée de relation, à elle toute seule, à condition d'avoir fait les investissements de forme adéquats, bien entendu. Là, j'ai eu une discussion au cours d'une journée du GDR Économie-Sociologie. C'est un GDR nouveau, je vous conseille, hein, qui a pour objectif de mieux coordonner de faire progresser ce champ des relations entre économie et sociologie. J'ai une discussion intéressante avec Bruno Amable, donc qui appartient au courant régulationniste, et qui prenait comme exemple d'état sauvage un commerce. Voilà, il prenait l'exemple des gens qui se précipitent sur les marchandises dans un magasin, l'idée étant que l'objet marchandise, éveille immédiatement les instincts sauvages, enfin je caricature un peu comme il n'est pas là, éveille les instincts sauvages, et que donc il faut la régulation passe par l'éradication de ces instincts asociaux qui sont inhérents à la proximité des marchandises. Dès que je suis à côté d'une marchandise, ça éveille le besoin d'accaparement, donc la lutte pour l'accaparement de la marchandise, et donc la société se construit
par donc une éradication du marché. Et moi je dis que non, vraiment justement les magasins étaient des espaces hautement civilisés où on voyait bien qu'il y avait des dispositifs très puissants de pacification des relations et que de fait les gens ne se jetaient pas sur les marchandises. C'était une société très, très construite, quoi. Donc on était loin de l'état sauvage, de la lutte. Sauf au moment des soldes. Comment? Sauf au moment des soldes. Oui, c'est peut-être, non mais c'est intéressant justement. Tel que le moment des soldes, effectivement, un rebasculement vers. Oui, non, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est effectivement à ce moment-là une sorte d'écart par rapport au marché. Mais à la fois le prix n'est plus le prix du marché, et puis il y a d'où une sorte de. Ouais. Mais moi, ce qui m'apparaît, c'est la radicalité du projet, parce qu'en fait, on comprend bien que, à la fois du côté des sociologues et du côté des économistes, ce que vous vouliez faire soit mal vu, parce que il s'agit finalement pratiquement d'inventer. C'est plus que nouer une alliance entre sociologie et économie, c'est inventer une nouvelle science sociale unifiée, quoi, on pourrait dire, qui à la limite ne fasse plus ces distinctions disciplinaires, si on poussait le projet jusqu'au bout. Donc c'est quand même aussi un projet extrêmement critique vis-à-vis de l'économie classique. Et peut-être la question que je voudrais poser, c'est est-ce que l'économie pourrait s'en relever? Autrement dit, est-ce que l'économie c'est pas justement une discipline qui repose sur le réductionnisme, au choix rationnel, c'est-à-dire même si les gens ne sont pas forcément entièrement conscients, est-ce que c'est pas une discipline qui ne peut exister qu'au prix de l'aveuglement ou de cette espèce de posture un peu artificielle dans laquelle on naturalise les biens, etc. Je sais pas, c'est peut-être des questions qui n'ont pas mais c'est finalement un grand intérêt, mais c'est très important, hein, puisque c'est la question de la définition de ce qu'on appelle un économiste ou l'économie et effectivement plus profondément les sciences sociales, parce qu'il y a aussi au fond on s'aperçoit beaucoup de chercheurs du champ de la sociologie économique ne sont pas très contents de notre intrusion, donc la regardent de façon critique justement par cette ambition alors voilà, c'est beaucoup débattu. Est-ce que c'est une science sociale unifiée? Non, l'ambition est plus faible, hein, quand même. C'est-à-dire, c'est l'idée de. Alors, on appelle ça transdisciplinaire. C'est une invention sémantique de Laurent, comme beaucoup d'autres, pour s'éloigner d'interdisciplinaire, enfin, pour présenter une posture un peu moins molle que interdisciplinaire, avec l'idée qu'il faut creuser dans chaque discipline pour retrouver un fond commun. Donc c'est en creusant la théorie du choix rationnel, la question de l'équilibre, etc., que on peut retrouver des problèmes communs aux deux disciplines, et par exemple les problèmes de coordination. Et donc de renouer entre les disciplines par ce creusement des disciplines. Donc c'est presque plus une démarche épistémologique ou historique que la volonté de construire une nouvelle science sociale. Ceci dit, le fait de multiplier les constructions intégrées entre économie et sociologie me paraît être une démarche très très importante, hein. C'est-à-dire des constructions dans lesquelles les deux modèles sont vraiment intriqués de façon étroite. Et on s'appuie beaucoup sur les étudiants qui ont la double formation économie, sociologie, qui sont pour nous un appui très important, donc en particulier les étudiants de Cachan qui font leur cursus à Nanterre. Ils ont des chances en économie ensuite? Alors c'est un énorme problème. C'est un énorme problème. C'est-à-dire qu'ils ont, comme ce sont des étudiants calculateurs, je ne sais pas s'il y en a,
des bons stratèges. C'est des bons stratèges. Hein, ce ne sont pas des étudiants, je dirais, je sais pas, désintéressés. Heureusement, hein, des étudiants. Donc, ça fait partie. Le topo habituel, c'est de dire on est très intéressé par ce que vous faites, c'est vraiment ce qu'on voudrait faire, mais c'est dangereux. Donc il y a un vrai problème d'institutionnalisation, disons, de ces démarches. Et juste pour finir sur ce point, est-ce qu'il y a eu des liens, des contacts, des collaborations avec des anthropologues, d'une part, et d'autre part des historiens? C'est plutôt uniquement avec des sociologues et des gens de sciences politiques? Non, donc avec les anthropologues, il y a les liens se multiplient avec, enfin, ce qu'il est anthropologue, avec Alain Caillé, oui, qui lui-même, plus sur, mais c'est vrai que non, parce que se saisir de sociétés dans lesquelles le marché est beaucoup moins développé irait complètement dans le sens de, tout à fait, me semble-t-il. Oui, oui. Alors, oui, ça a été la stratégie de Samuel Bowles, qui est un économiste du courant des économistes radicaux américains des années, ces étudiants de la fin des années 60 qui se sont révoltés sur les campus américains contre l'enseignement de l'économie. Donc il y a ce courant critique, et la plupart ont été réabsorbés par le courant dominant, mais il y en a quelques-uns qui résistent, et Samuel Bowles, effectivement, a cette stratégie de s'appuyer sur les travaux anthropologiques pour montrer que le marché, finalement, fait disparaître des qualités, des compétences telles que la confiance, la coopération, qui existaient dans les sociétés traditionnelles et qui s'avèrent en fait importantes maintenant dans toutes les situations de contrat incomplet, etc., pour la coordination. Donc c'est un peu et donc c'est un peu une posture anti-marché aussi. Mais non, c'est un appui tout à fait pertinent et on ne le développe pas directement. Avec les historiens, donc là c'est un peu la spécificité de la position de Robert Salé qui travaille avec les historiens, et c'est aussi la spécificité du courant en régulation. Mais c'est vrai qu'au fond, on n'instrumente pas suffisamment notre programme par une histoire des dispositifs, puisque ça serait une des formes de développement très importantes. On en reste souvent à une confrontation un peu épistémologique, je dirais, Il faudrait justement un dispositif institutionnel transdisciplinaire pour mettre parfaitement en place le programme. Oui. C'est l'objectif de Capitalisme et Démocratie, mais c'est dans l'état actuel des découpages entre laboratoires, un peu de crise de restructuration des laboratoires, et c'est vrai. Je pense que la dimension historique est pas suffisamment développée dans les travaux, en particulier des jeunes doctorants. Je comptais vous faire une exhibition de nos doctorants, mais je ne l'ai pas fait. Mais il y a probablement un manque du côté d'une approche historico-empirique de l'émergence, du développement, de la crise de dispositifs d'évaluation, de dispositifs de coordination, de désinvestissement de forme, etc. Mais juste pour dire un mot là-dessus, finalement, l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que nous, dans la formation de sociologie, même proche des courants sociologie des épreuves, on n'investit pas tellement dans l'économie. C'est toujours... il y a un même défaut de ce côté-là. Au départ, les objets sur lesquels vous êtes intéressé, les entreprises, c'est des entreprises de production de biens. En fait. Ouais. Donc la question, par exemple, de l'économie des services, est-ce qu'elle a été posée Non, c'est une très bonne question. Non, tout à fait. C'est-à-dire qu'on voulait montrer que dans les activités industrielles, il y avait aussi
des conceptions du bien qui étaient en jeu, même au cœur de l'industrie. Mais d'où quand même le fait de privilégier des branches comme les industries agroalimentaires. Alors on n'a pas... Enfin, les services, moi j'ai travaillé lorsque j'ai travaillé sur l'office HLM. Là, c'était mais pas à la limite, je ne me suis pas intéressé à l'aspect service. Alors, je me suis aperçu, donc en faisant le repère, que j'étais amené au fond à caractériser l'une des formes de controverse importantes par rapport au marché par le biais de sociétés de services. Donc j'ai fait émerger ça, la société de services, comme l'une des formes d'opposition. Il y a deux axes d'opposition au marché. D'une part, la société industrielle, qui donne une place importante à l'entreprise, etc., où l'évaluateur, celui qui a la capacité politique, n'est pas l'état de consommateur, mais l'état de producteur, disons, de travail. Et l'autre forme, c'est la société de services, donc qui est présentée comme, ce qui n'est pas si courant que ça dans les auteurs qui travaillent sur les services, comme l'introduction d'une nouvelle morale, c'est-à-dire une nouvelle conception de la valeur qui donne moins d'importance aux biens matériels et plus à des formes de biens plus culturelles, dans lesquelles les relations interpersonnelles, intersubjectives sont plus importantes, etc. Avec l'appui sur les travaux de Gadret, qui a beaucoup travaillé sur la société de services et qui est très proche du courant économie des conventions. Parce que le gros intérêt aussi, c'est de montrer que les formes d'équivalence au fondement de la comptabilité sont en crise dans les sociétés de services. Donc là, c'est ce que Gadret a développé autour de la mesure de la productivité du travail dans les services, qui est très, très problématique, parce que la notion de productivité du travail est cohérente avec un format industriel des relations. Est-ce que je peux revenir sur ce que tu as dit s'agissant de façon de recruter, donc cette idée autour du jugement équilibré, que tu cites l'action introduit des décalages par rapport au site externe. Alors je me disais, il y avait deux choses. D'une part, est-ce que la notion de compromis est pas justement quelque chose, une première tentative pour pointer ça dans de la justification? Et deuxièmement, est-ce que ces processus d'individualisation et de négociation du jugement, ce qui n'aurait pas à voir avec, disons, le rapprochement, une question de ségrégation entre régimes d'action, c'est-à-dire que lorsque le régime de justice est perturbé par d'autres, comme le régime d'agapé par exemple, des choses comme ça, c'est-à-dire où les gens passent de la justice à un sentiment d'humanité par exemple, ou à d'autres types, quoi. Donc traiter ça, enfin je sais pas, je m'imagine à la place des auteurs de la justification comment ils pourraient réagir. Donc, je ne sais pas si ces réactions sont fondées, mais... Oui, non, tout à fait. Alors, le problème avec la notion de compromis, c'est que on reste dans le modèle dans la théorie de la justice des cités, c'est-à-dire que la forme normale de justice, c'est la montée en généralité. Et les compromis, c'est des espèces c'est des frayages entre plusieurs formes de montée en généralité. Et ce que l'on voulait travailler avec Emmanuel Marchal, c'était des formes de coordination qui s'éloignaient de façon un peu plus radicale du modèle de justice des cités, c'est-à-dire dans lesquelles l'accord ne repose pas sur la montée en généralité, mais au contraire sur un processus d'affaiblissement des qualifications. C'est ce qu'on avait travaillé dans l'office HLM, c'est lorsque l'agent de l'office HLM affaiblit sa qualification d'agent de l'office HLM, et lorsque le locataire affaiblit sa qualification de locataire, qui peuvent s'entendre, arriver à un accord. Donc ce qui est un processus très différent, enfin,
Bon, la notion de compromis pourrait aller, mais il me semble que ce qui est en jeu, c'est un modèle de justice quand même très différent de la justice passant par la montée en généralité. Alors ça rejoint ça rejoint le champ très actif de prospection des régimes d'action. Donc il y a effectivement l'agapé ou ce que développe Corcuff ou ce que développe Laurent Thévenot sur les régimes de familiarité. Bon, il faudrait d'ailleurs faire, ou ce qu'a développé beaucoup Nicolas Daudier aussi, il faudrait faire un peu une organisation de tout ce champ-là. Il me semble que dans le Nouvel Esprit, il y a une espèce de transformation de tout cela dans la cité par projet, mais ce qui n'est peut-être pas la seule stratégie possible. C'est-à-dire une autre stratégie possible aurait été de considérer que les relations en réseau sont des formes qui relèvent de régimes d'action autres que les cités.